Sur la Terre, il n'y a que quelques voyages mythiques. Eh bien, il y en a un qui peut commencer ici, au pied de cette grotte, juste là. Cette grotte aux 1000 Bouddhas, en fait, il y en aurait plus de 4000. Cette grotte qui n'est pas là par hasard. À l'origine, elle était consacrée aux esprits du fleuve. Un fleuve mythique qui a dévalé les pentes de l'Himalaya, qui a irrigué la Chine et qui passe là, lentement, mais puissamment, au Laos. Un fleuve qui a profondément marqué l'histoire des hommes, le Mékong. Le Mékong, c'est beaucoup plus qu'un fleuve. C'est une aventure. Et je vais la commencer sur ses rives, au Laos. Il y a là un de ses plus beaux joyaux, la ville de Luang Prabang. Une perle, classée au patrimoine mondial de l'humanité, où l'or et la lumière vous transportent. Et qui tout à coup, au détour d'une rue, prend un petit accent français. Ça me fait quand même bizarre que ce soit un Laotien qui m'apprenne la pétanque. Se perdre dans Luang Prabang, c'est découvrir qu'ici se mêlent l'esprit du bouddhisme et l'âme du Mékong. Quand j'ai vu le Mékong pour la première fois, je l'ai trouvé impressionnant, si vaste que je l'ai pris pour la mer. Mais l'esprit du Mékong n'est pas toujours zen. Un peu plus au sud, il est même impitoyable avec les pêcheurs. Sur cette partie de la rivière, le courant est imprévisible. Il faut être courageux et il faut beaucoup d'expérience. Au Cambodge, les crues du Mékong bouleversent la vie des habitants. Autour du Tonlé Sap, le plus grand lac d'Asie du Sud-Est, les riverains sont obligés de déplacer leur maison 2 fois par an. Si je ne reculais pas ma maison, elle échouerait à terre et ne serait plus habitable. On doit la reculer. Il faut qu'elle reste toujours à flot. Et puis, plus au sud, au Vietnam, le fleuve mythique s'apaise, prend ses aises, s'étale. C'est le delta du Mékong, immense, presque aussi grand que la Suisse. Le Mékong a charrié depuis des milliers de kilomètres des quantités considérables d'alluvions. Une boue grise, précieuse, car avec la boue du Mékong, on fabrique des briques. Ah, c'est marrant. Si je travaillais dans votre usine, je voudrais ce poste-là. Au bout de mon voyage, Ho Chi Minh Ville. C'est la capitale économique du Vietnam. Ici, tout le monde continue de l'appeler Saigon. Il y a 4 millions de scooters à Saigon. Vous savez, c'est une espèce de marée à la fois calme mais déterminée. La nuit, Saigon prend des airs branchés et en même temps, elle reste très attachée à ses traditions. Et mon vrai petit bonheur est d'avoir réussi à me faire inviter à la fête du Tet par une famille de Saigon. Venez fêter le Nouvel An chez nous. Comme ça, vous verrez nos belles fleurs. Grand plaisir. Le Mékong, c'est un axe de vie, environ 4500 km de long. Et tout autour, dans cette végétation luxuriante, touffue, il y a des villages un peu perdus qui ne sont desservis par aucune route. Donc le seul moyen de communication, le seul moyen de se déplacer, c'est le fleuve. Là, pour aller à la ville, emmener ses marchandises ou pour aller chez le médecin. Donc on se déplace beaucoup sur le Mékong et il y en a un qui arrive là-bas. Il y a des bateaux-bus qui sont en fait plutôt des bateaux stop. Il faut faire des grands signes pour qu'ils s'arrêtent et d'assez loin parce que sinon ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Donc il faut faire comme ça. Je sais pas s'il m'a vu. Eh oh! Oh!
Je sais pas, on dirait pas qu'il s'arrête. Ah si, il tourne. Je sais pas comment il calcule son coup, mais là on dirait qu'il est emporté par le courant. Il y a de la musique. Il y a de la musique à bord. Bonjour. Donc là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va, Adi? La patronne du bateau? Oui, il est à moi. Le pilote, c'est mon mari. Ah oui? C'est une petite affaire familiale. On a acheté ce bateau avec nos économies. C'est devenu notre petite affaire. Alors c'est marrant parce qu'il y a tous les bagages là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces gros sacs? Un peu de tout. Du riz, des volailles même. Du poulet. Le sac rouge qui bouge, c'est un poulet qui est dedans. Ah, il y a un canard. C'est à qui le canard? À cette dame. Et donc, c'est pas très confort hein, pour le canard. Je sais pas s'il passe un très bon voyage. On va le donner à notre belle-fille. Elle vient d'accoucher. On le lui apporte pour le tuer et le manger. Ah, et c'est son cadeau de naissance? On va lui préparer de la viande de canard bien cuite. Ah, d'accord. C'est pour le bébé, c'est pour la santé du bébé. Pendant 6 mois, la maman doit faire attention à ce qu'elle mange pour son lait. Bonjour. Capitaine. Donc vous êtes le mari? Oui, Et alors, ça fait combien de temps que vous naviguez là sur le Mekong? oh, près de 15 ans. Et alors, il y a des rochers au milieu du fleuve, il faut faire attention, non? Oui, certains endroits sont dangereux et je les connais par cœur. Pas le choix. Quand le niveau d'eau est bas, comme en ce moment, je sais que je peux passer par là. On apprend en observant le fleuve. Et il nous faut au moins 5 ans avant de pouvoir prendre la barre seule. Il faut apprendre pendant 5 ans, pourquoi c'est si long? Pour piloter le bateau, il n'y a pas de permis, mais il faut de l'expérience. Il faut avoir des bons yeux aussi. Pourquoi vous êtes à la bourre? Oui, je veux que le bateau aille plus vite. Je veux arriver au marché avant qu'il n'y ait plus rien. Ah, ça commence à râler chez la clientèle. Et vous allez où, vous? Je vais à Luang Prabang pour m'approvisionner. Vous êtes commerçante. Oui, j'ai une boutique chez moi, à la campagne. Alors Luang Prabang, c'est la grosse ville du coin qui est un petit peu plus bas sur le fleuve. Et alors, il y a des bateaux régulièrement? Régulièrement? Il n'y en a qu'un par jour. Si je le loupe, je suis obligée de dormir à Luang Prabang. Donc vous avez une bonne excuse pour pas rentrer ce soir à la maison.
Allô? Ça va? Mais qui prend son bain là? C'est vous ou c'est les éléphants? On se baigne ensemble. Mais c'est marrant, mais et pourquoi vous restez sur l'éléphant pendant qu'il se baigne? C'est pour mieux le nettoyer et lui frotter le corps. Et ça donne envie d'aller vous voir parce qu'il fait chaud et l'eau a l'air fraîche. Vous voulez lui donner son bain? Je sais pas si ça sert à quelque chose de remonter son pantalon, mais... Ah, ça fait du bien, c'est frais. Ah, ça fait... Bonjour les éléphants. Oh, c'est génial, dis donc. Pouvoir toucher des éléphants d'aussi près. Oh là là. Bonjour. Bonjour éléphant. C'est un peu rêche, hein, ça a le poil dur. Et pourquoi faut les laver tout le temps, les éléphants? Quand ils se promènent, ils ont vite chaud. Se baigner leur permet de se mettre au frais. Donc c'est plus pour se rafraîchir que pour se nettoyer en fait. Oui, exactement. Ils adorent ça, hein, ça se voit, ça se sent. Est-ce qu'ils aiment bien qu'on les gratouille là ou plutôt là? Ils aiment bien ici. Là, ils aiment bien là? Oui, ils aiment partout en fait. Ils ne veulent juste pas qu'on touche le bout de leur trompe, sinon ils s'enfuient. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils font un petit croisement de trompes? Ils se reniflent entre eux. C'est dingue d'avoir ces bêtes énormes juste à côté de soi, toutes tranquilles. Elle ferait un geste de travers, on est écrasé. Et en fait, on n'a pas peur. Et vous avez chacun votre éléphant, toujours le même? C'est exactement ça. On s'occupe chacun d'un éléphant, on est son maître. Chaque jour, je le promène au bout d'une corde et je lui coupe des herbes pour le nourrir. Je joue avec lui. On se connaît très bien. Je l'aime et... Vous allez voir que c'est loin d'être toujours le cas. Car plus bas, au sud du Laos, le Mékong devient beaucoup plus turbulent. Des flots extrêmement tumultueux, des chutes parmi les plus puissantes du monde, et au milieu de cet enfer, des pêcheurs. On les appelle les pêcheurs de l'extrême. Siphandon. C'est la région des 4000 îles. C'est le Mékong, majestueux, qui durant la saison des pluies peut s'étendre sur près de 14 km de largeur. Il est traversé par une chaîne de cascades bouillonnantes, indomptables. On les surnomme les Niagaras de l'Orient.
C'est à leurs pieds que des pêcheurs acrobates risquent leur vie chaque jour en installant des pièges à contre-courant du fleuve, sur la route des poissons migrateurs. Il faut être un génie ou peut-être un fou. Monsieur Lé est un peu des deux. C'est le pilote. Cela fait 20 ans qu'il conduit les équipages au pied des cascades. Le courant est fort aujourd'hui. Mais je ne suis pas inquiet. J'ai l'habitude. Le moment le plus délicat, c'est quand on traverse. En fait, il faut sentir les courants, car ils viennent de tous les côtés. Moi, je garde un point fixe sur l'horizon. Au début, j'étais paniqué. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Pieds nus, en slip et en chanson. Cette pêche est bien d'un autre monde. Elle consiste à placer en travers du courant des sortes d'entonnoirs en bambou, ficelés, lestés, et dans lequel les poissons s'engouffrent sans jamais ressortir. Parole de pêcheur. Le danger vient d'en haut, de l'amont, et notamment des bois morts, qui en dévalant pourraient bien percuter le piège et tout emporter avec lui. Sur la berge, comme tous les matins, les acheteuses observent et s'inquiètent. Ici, tous ceux qui ont des terres travaillent la culture. Mais ceux qui n'en ont pas, il ne leur reste que la pêche pour survivre. C'est très dangereux. Il faut être courageux. Et il faut beaucoup d'expérience. Sur cette partie de la rivière, le courant est imprévisible et si le bateau se renverse, plus loin, c'est la mort assurée. Monsieur Lé est l'un des meilleurs pilotes. Il n'a jamais perdu un homme en route. Ce matin, il a déposé une dizaine de pêcheurs sur les pièges. Il rapporte aussi le poisson. Et aujourd'hui, la pêche est excellente. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ça va être une bonne journée. Celui-là, je le garde pour moi. La saison de pêche sur les cascades est courte. Elle correspond à celle de la saison des pluies. En 3 mois, les hommes vont gagner l'équivalent de plus de la moitié des revenus d'une année. Alors il ne faut pas perdre de temps. Au pied des cascades, les plus jeunes pêcheurs continuent leur progression vers l'amont, de piège en piège, de corde en corde. C'est là que les poissons trouvent le repos avant de franchir le dernier obstacle. C'est là que les hommes font souvent les plus belles prises. On en profite tant que le niveau de l'eau est encore assez bas, puisque si ça se trouve, dans 2 ou 3 jours, la rivière va remonter encore plus. Le problème quand la rivière est trop haute,
c'est qu'elle passe par-dessus les pièges. Il faut un juste équilibre, comme aujourd'hui. En fait, les nasses appartiennent à tout le monde. Comme ça, celui qui n'a pas de poisson, on le partage avec lui. Ce jour-là, Monsieur Lé peut se réjouir avec son poisson-chat. C'est l'une des espèces les plus convoitées dans la région. De retour chez lui, il espère faire monter les enchères auprès d'autres acheteurs. « 160 €, affaire conclue. C'est le salaire d'un mois, gagné en une journée. Le poisson-chat sera envoyé dans la journée vers la capitale de la région. Une pêche comme celle-ci fait souvent oublier les tracas du quotidien. Sauf pour l'épouse de Monsieur Lé. Ça me terrifie, mais il n'y a rien à faire. Je ne veux juste pas aller voir l'endroit où il pêche. C'est au-dessus de mes forces. Avec une prise comme celle-ci, on va mettre quelques économies de côté pour les enfants. D'autant qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Les pêcheurs de l'île de Doncon ont de quoi s'inquiéter. Le gouvernement veut interdire la pêche dans les cascades. La raison, il faut la chercher à quelques centaines de mètres des grandes cascades. Là-bas, juste en face, c'est le couloir qui conduit vers nos cascades. Et là, c'est le barrage hydroélectrique. Les poissons n'ont qu'une seule route de migration. En face, c'est bloqué. Construit par une compagnie malaisienne, le barrage de Don Saong sera le plus profond et le plus large du pays. Pour l'instant, il a conduit à l'assèchement de l'un des principaux bras du Mékong. Alors les autorités veulent nous interdire de pêcher, car ils nous accusent de mettre en danger la migration des espèces. C'est vrai qu'il y a un déclin des poissons, mais est-ce que c'est notre seule faute? Mais nous étions là avant eux. Nos parents, nos grands-parents pêchaient ici. Ce barrage, c'est l'un des plus grands projets du gouvernement. Il fournira des emplois et de l'électricité, la télévision, à défaut des poissons. Il alimentera des hôtels et peut-être même un casino. Les autorités voient grand pour les petites îles de Sifandon. Certains pêcheurs se résignent à trouver un autre métier. D'autres, comme Noy, s'obstinent à imaginer des techniques chaque fois encore plus périlleuses. Tu vois, ils vont traverser avec la corde, en s'asseyant là-dessus. Tire sur la corde, elle est encore trop molle. Le problème, c'est que plus elle est détendue, plus le voyage sera difficile. Voilà, je pense que c'est assez. Si jamais la corde lâche, ça viendra de l'arrière. Il faut absolument garder les mains bien accrochées. C'est ce qui nous sauvera. C'est le seul moyen de ne pas se faire emporter. Tant que tu tiens la corde entre tes mains, tu restes en vie. Si tu lâches, c'est fini.
Une poulie grinçante, 2 cordes, le cœur bien accroché, le nez au vent. Les pêcheurs de Doncon volent au-dessus des cascades. Là-bas, personne n'ira les chercher. Regarde, il est arrivé. Il va bloquer le couloir. Comme ça, les poissons seront obligés de passer par le piège. Ils vont d'abord essayer de franchir la cascade. Et ils vont s'épuiser, car c'est impossible. Ils vont chercher l'abri dans cette zone plus calme. Et c'est là qu'on les attrape. Bon, c'est très dangereux. Moi, je ne pourrais pas. Regarde en bas. Si tu tombes, c'est fini. Et la pluie qui s'annonce à l'horizon ne va pas arranger les choses. Comme tous les soirs, elle viendra gonfler encore un peu plus le cours du fleuve et de ses affluents. Demain, le Mékong sera plus fort. Révolté, sournois, destructeur. C'est le Mékong tel que les hommes le redoutent le plus. Dans cette furie-là, on paye cher les pannes mécaniques ou les approximations de trajectoire. Ce matin-là, on célèbre les funérailles de l'oncle Tam, 52 ans. C'est le 3e décès depuis le début de la saison. Il y a 2 semaines, 2 autres pêcheurs du village ont trouvé la mort. Ils sont partis très tôt pour aller relever leur piège, mais ils ne sont pas revenus. On pense que le moteur du bateau a dû tomber en panne et qu'ils ont été aspirés par le courant. Ils nous ont quittés en silence. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Il faut survivre et d'autres prendront leur place à la pêche. On n'a pas choisi d'être pêcheur. On est né comme ça et on le restera, quoi qu'il arrive. Satané destin. Il a fait des pêcheurs de Doncon des hommes braves et intrépides. Il les a jetés dans le Mékong, dans l'un de ses plus périlleux méandres, mais l'un des plus riches en poissons aussi. Monsieur Lé et ses hommes n'ont pas eu le temps d'aller saluer une dernière fois le vieil oncle Tam. Car au pied des cascades, la fureur du fleuve menace d'emporter les pièges. Il faut faire vite, car si le piège disparaît, c'est toute la saison de pêche qui pourrait être compromise. Quitte à tout perdre, il faut tout risquer pour sauver ce qui peut encore l'être. Regarde là-bas, l'eau passe par-dessus le piège, elle va submerger le bateau. On a peur. Il faudra faire très attention. Trouver le bon couloir pour être en sécurité. Et si le bateau se renverse, on nagera comme on peut.
Cette fois encore, Monsieur Lé et son équipage braveront la colère du fleuve. Cette fois encore, ils sauveront leur peau et leur piège. Face au courant, face à la peur, face au chaos et à la mort. Envers et contre tout. C'est le destin des hommes de Duncan. On dit que le nom Mékong, le mot Mékong, signifierait la mère de tous les fleuves. Et il nourrirait environ 60 millions d'âmes tout le long de son parcours. Il a donné naissance à de très nombreuses villes, dont certaines sont des petits bijoux. Et l'une des plus belles, peut-être la plus belle, elle est juste là, devant, c'est Luang Prabang, au Laos. Luang Prabang, en fait, c'est comme un petit cocon tout calme, tout préservé. C'est une ancienne capitale royale qui est située à 600 mètres d'altitude. Ça veut dire que le climat est chaud, mais pas trop la journée. Et puis le soir, il y a une douce fraîcheur. Le tout avec une cité qui est paisiblement alanguie le long du Mékong et de son affluent, la rivière Kan. Et tout ça en fait un lieu de villégiature assez prisé dans la région, très doux et classé au patrimoine mondial de l'humanité. Se balader à Luang Prabang, c'est flâner parmi les temples, tous plus beaux les uns que les autres. Des temples plusieurs fois centenaires, le bouddhisme est la première religion du pays. J'aime beaucoup celui-là là, parce que il a, voyez, cette architecture un peu en forme de poule caractéristique de Luang Prabang. Il évoque, vous voyez, la poule qui ouvre ses ailes comme ça pour protéger tous ses poussins. Et donc quand vous rentrez dans le temple, vous devez vous aussi vous sentir protégé, comme un petit poussin. Au cœur de ce joyau historique, il y aurait plus de 1600 moines. La plupart sont tout jeunes, venus pour beaucoup bénéficier de la scolarité offerte par les monastères.
Bonjour. Ça va aider. Je peux m'asseoir là? Et c'est magnifique comme endroit. Oui, c'est un bel endroit. Je viens étudier ici parce que le cadre est paisible. Personne ne me dérange. Ici, il fait bon. Je peux voir le coucher du soleil, admirer les rives du fleuve. C'est l'endroit idéal pour apprendre. Et il y a quelque chose ici, il y a une énergie qui vient du fleuve, on dirait. De mon village natal, on ne peut pas voir le Mékong. Jusque-là, je n'avais vu que des petites rivières ou des ruisseaux. Quand j'ai vu le Mékong pour la première fois, je l'ai trouvé impressionnant, si vaste que je l'ai pris pour la mer. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a au bout de ce fleuve? À quoi ça ressemble, la mer? Je ne pourrais pas répondre, parce que je n'ai jamais vu la mer. Je ne l'ai vue qu'en vidéo. Et comment est-ce que tu es devenu moine? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être moine? Parce qu'on est nombreux dans ma famille. Je suis le 10e enfant et je ne voulais pas être une charge pour mes parents. Ils n'ont pas les moyens pour m'envoyer à l'école. Si je quitte la vie monastique, je devrais travailler dans les rizières, comme avant. Et qu'est-ce que c'est ton rêve? J'aimerais être médecin. Je voudrais étudier au Vietnam parce que mon village natal n'est pas loin. J'aime aider les gens. Je préfère aider les autres que m'amuser. Je souhaite de devenir un grand médecin. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a un truc qui est très très fort à Luang Prabang. Ça se passe, vous voyez, à la sortie de la nuit, au petit matin, là, il est très très tôt, il est 5h30. Et vous avez des gens comme ça qui s'assoient au bord de la route et qui attendent. Vous allez comprendre. Ça va dire? Qu'est-ce que vous attendez là comme ça au bord de la route? On attend les moines pour leur offrir de la nourriture. Tous les jours, tous les jours. Oui, ils viennent tous les matins vers 6h. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour les moines alors? Il n'y a que du riz. Je vais en mettre dans leur bol. Il faut beaucoup de courage pour faire ça. Oui, il faut se lever tôt. Un matin, j'étais si fatiguée que j'ai oublié de me réveiller pour l'offrande. Ils arrivent dans combien de temps là? Il faut attendre un peu. Ils vont bien finir par arriver. Ah oui. Chez vous, est-ce qu'il y a beaucoup de Laotiens? Il y a quelques Laotiens, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est loin. Pour qu'il y ait des Laotiens, il faut des temples. Assis sur un petit tabouret comme ça, aux aurores, alors que vous avez envie d'être au fond de votre lit et que ça dure une demi-heure, c'est une expérience. C'est un exercice. Ça fait un peu mal au dos, non non? Vous n'avez pas l'habitude de vous asseoir comme ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vais me lever. Voilà. Ah. Il n'a pas l'habitude, c'est ça. Ça y est. Allez, voilà, oui. Ils arrivent. Mettez ça.
Pourquoi je dois mettre une écharpe? Parce qu'on doit en porter une quand on fait des offrandes. Il y en a beaucoup. Que ça? Bon, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans leur gamelle. Il y a des petits gâteaux, des fruits. Pas trop, pas trop. Ah, je mets trop gros. Il y a beaucoup de riz. Ils vont manger beaucoup de riz. La plupart des gens n'offrent que du riz. Les moines le mangent le matin et le midi. Et ils devront faire ces 2 repas sur ce qu'on leur a donné ce matin. C'est ça. Et dites-moi, ils sont très jeunes, non? Ils ont quel âge? Les novices ont une dizaine d'années. Ils choisissent de devenir moines vers 13-14 ans. Vous n'allez pas en avoir assez. Ah bon, j'en donne trop à chacun? Oui, mais ils vont avoir faim sinon. Je vais leur en redonner demain. Mais c'est très long. Ils sont combien? Je dirais une centaine. Mais c'est très très long, ça fait mal au bras. Oh, nous, on a l'habitude. Si on se plaint, on ne fait pas une bonne action. Et on n'aura rien en retour. La croyance veut qu'en donnant de la nourriture aux moines, on donne à manger à ses ancêtres. Sans offrande, tes ancêtres décédés sont privés de nourriture. Ils n'ont pas les moyens de te protéger. Oui, mais ma grand-mère, elle n'aimait pas trop le riz. Votre grand-mère ne mangeait que du pain alors, c'est ça? Oui, elle préférait le pain. Si votre grand-mère aimait les gâteaux, la prochaine fois, mettez des gâteaux. Ah oui, elle aimait bien. Voilà, c'est fini. Donc c'est du sport. Si on ne le faisait pas tous les jours, mon père qui est mort n'aurait rien à manger. Et comme vous avez fait des offrandes, vos grands-parents aussi auront à manger aujourd'hui. C'est super. Voilà, tout le monde est là, les ancêtres, les morts, les esprits, le présent, les moines, et tout ça dans la joie. Ils sont toujours avec nous. C'est juste que nous ne pouvons pas les voir. Merci. Thank you. Une fois effectuée la distribution de nourriture aux moines, chacun va qu'à ses occupations. La journée à Luang Prabang s'écoule tranquillement, paisible. Et le charme de la ville, ce n'est pas seulement la paix qui y règne. Ce sont aussi ces petites mares, disséminées un peu partout. Il y en a plus d'une centaine. L'époque où le Laos était français est bien loin. Mais il en reste un petit quelque chose tout à fait surprenant. Et ça c'est quand même dingue. On est à plus de 11 000 km de Marseille. Et qu'est-ce que font les gens ici? Ils jouent à la pétanque. Et c'est exactement le même geste qu'à Marseille. Bah oui.
Comment vous appelez ce jeu ici? Au Laos, on dit jouer aux boules ou tirer sur les boules. Boule. Et pétanque, non, vous dites pas pétanque. Officiellement, on dit pétanque, mais en général, on dit jouer aux boules. Vous pouvez jouer aussi? Donc là, moi je suis avec vous, et eux ils sont ensemble. Nous deux contre deux. Ok. Celui qui perd fait sa bière. Ah. C'est marrant. Et alors, pourquoi est-ce que on joue à la pétanque ici? Au départ, il n'y avait que les Français qui y jouaient. Et puis, les Laotiens y ont pris goût et ont décidé d'y jouer aussi. C'est un peu comme un sport, ça permet de faire de l'exercice. C'est pour ça que c'est devenu un jeu très populaire. Ah non, c'est trop fort. Non, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il faut se baisser comme ça. Et alors, est-ce que c'est des boules aux normes françaises? Les mains françaises sont plus grandes, donc la boule est plus grosse. Les mains laotiennes sont plus petites, alors il nous faut des boules de petite taille. C'est le même poids, mais ajusté à vos mains. Les petites boules ont une tenue parfaite. On les tient bien en main. Et comment ça se fait que vous êtes aussi bon au Laos à la pétanque? On joue souvent. Dès qu'on a fini le travail, on vient jouer. Mais on ne peut pas trop jouer non plus. Sinon, nos femmes nous grondent. Et on en est où au niveau point là alors? On a perdu. On a déjà perdu. Je suis bon pour la bière alors. Moi aussi, mais on va tous boire ensemble. Ok. Désolé. Hein. Désolé. Mais c'est parce que les boules étaient petites et le climat me convient pas. T'inquiète pas. La prochaine fois, on jouera à la pétanque chez toi, en France. Allez, santé. I traveled round through deserts on my horse. But jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. Voilà, le Mekong, ce sont des petits moments comme ça, très courts, mais qui vous emmènent très loin. Un petit peu comme ce pont qui est fait pour être démonté, voire emporté quand on n'a pas le temps de réagir avant les crues du Mekong qui rythment la vie des riverains du fleuve. Un peu plus au sud d'ailleurs, au Cambodge, il y a un lac énorme, c'est le plus grand lac d'Asie du Sud-Est, qui comme ça gonfle et se vide en fonction des crues du fleuve. Et les habitants tout autour, il y en aurait environ 80 000, doivent s'adapter en permanence. Le Tonlé Sap, en khmer, le Grand Lac. Ses contours se perdent à l'infini. La moitié de l'année, cet immense réservoir d'eau douce est grand comme 2 fois la Corse. La porte d'entrée du Tonlé Sap, c'est Prektoal, 10 000 habitants. La saison sèche. La rivière qui traverse le village est entourée de forêts, de terres cultivées et de maisons flottantes, blotties les unes contre les autres. À cette période de l'année, le niveau de l'eau bouge en permanence. Le village entier doit suivre le mouvement. Les habitants déplacent alors une à une leur maison dans un étrange balai aquatique.
Ce matin, ça bouchonne un peu. Mais les manœuvres se font dans le calme. Le mouvement des eaux ici, on sait vivre avec. Si je ne reculais pas ma maison, elle échouerait à terre et ne serait plus habitable. On doit la reculer. Il faut qu'elle reste toujours à flot. Vous savez, c'est pas si facile que ça de déplacer une maison. Pour faire bouger un bâtiment comme ça, il faut du temps et c'est très fatigant car on doit plonger dans l'eau, fixer des piquets, attacher des cordes partout. C'est vraiment pas facile. Pi est pêcheur à Prectoal. Lorsqu'il déplace sa maison, toute sa famille est mobilisée. La maison va glisser doucement sur une vingtaine de mètres vers le centre de la rivière. Il faudra renouveler l'opération plusieurs fois dans l'année, dans un sens, puis dans l'autre. C'est vraiment pas facile de se retrouver tous au milieu de la rivière. À chaque fois qu'un bateau passe, les maisons bougent et s'entrechoquent. C'est pénible, mais on n'a pas le choix. À la fin, on touche presque la maison d'en face. Quand l'eau est au plus bas, les écoliers jouent sur les berges transformées en cours de récréation. Mais ils doivent aussi ramasser ce que la précédente décrue a laissé au sol. Dans quelques semaines, leur terrain de jeu sera de nouveau englouti par les eaux. En attendant, les villageois reprennent possession de l'espace dégagé par la décrue. Comme ses voisins, Pi n'a que quelques semaines pour s'occuper de son jardin. Moi, selon les saisons, je suis soit pêcheur, soit paysan. Quand l'eau est basse, comme on a soudain un bout de terrain, on en profite pour cultiver les légumes. Ça nous permet de subvenir à nos besoins. En période de crue, tout est inondé. Ici, il n'y a plus de terre. C'est maintenant ou jamais qu'il faut cultiver. Moi, j'aimerais quand même un jour avoir une maison en dur et qu'il y ait l'électricité partout. Comme ça, ceux qui viennent d'ailleurs trouveront qu'on a de belles maisons. Parce qu'une maison flottante, ça va un moment. En cette période de l'année, le travail ne manque pas. Monsieur Cuyan est un notable. Il possède un élevage d'une trentaine de crocodiles. En saison sèche, il faut les sortir de leur cage flottante pour les ramener à terre. Pas toujours facile. Pi et son fils sont venus donner un coup de main. Ils se débattent très fort. Là, ils sont 4 et ils ont du mal à les attraper. Et ils sont très forts pour tourner sur eux-mêmes. C'est la saison de la ponte, c'est pour ça qu'on transfère les crocodiles sur la terre ferme. Ils commencent à pondre à partir de mars. Là, le niveau d'eau a bien baissé, on peut donc commencer à les déplacer. Pour faciliter la reproduction, les crocodiles sont parqués dans un enclos. C'est ici que les femelles vont pondre. Elles y resteront encore quelques jours, jusqu'à la remontée des eaux. Cuyan connaît chacun de ses pensionnaires. Il se permet même de les taquiner, mais pas trop.
En moyenne, une femelle crocodile rapporte chaque année entre 200 et 300 $. En monnaie cambodgienne, ça fait plus d'1 million. Parmi les femelles, celle-là a pondu 37 œufs. Celle-ci, là-bas, en a donné 29. Au fond, celui avec la tête levée, c'est un mâle. Les gros qui sont au bord de l'eau et celui qui est dans le bassin, ce sont aussi des mâles. Celui qui est en train de marcher vers moi, c'est une femelle. Koyan, c'est un peu le sage de Prectoal. Grâce à ses crocodiles, il est maintenant à l'abri du besoin. Mais il s'inquiète quand même de l'avenir de sa communauté. Avec sa femme, il a créé une pépinière. J'ai décidé de faire pousser des plants d'arbres aquatiques car cette année, on a subi un gros incendie dans la forêt située dans le périmètre de la zone inondable. Et maintenant que la forêt a brûlé, les poissons n'ont plus d'abri pour se reproduire. J'ai commencé par planter des arbres derrière chez moi et maintenant j'en replante ici, dans la forêt brûlée. Je voudrais inciter les villageois à faire comme nous. Si chacun replante un arbre, un jour la forêt repoussera. Ces jeunes pousses aquatiques vont bientôt disparaître sous 5 mètres d'eau. Le Tonlé Sap est en train de se réveiller. Dès les premiers jours de mai, sous l'effet de la mousson et de la fonte des neiges, des millions de mètres cubes d'eau dévalent les contreforts de l'Himalaya. Le Mékong en furie déborde de son lit pour se déverser dans le Tonlé Sap. Les dimensions du lac vont être multipliées par 6. Et il faudra attendre la saison sèche pour que l'eau revienne à nouveau vers le Mékong. Les Cambodgiens appellent ça le retournement des eaux. Novembre. En l'espace de 6 mois, Prectoal est devenue une cité lacustre. Les berges et les terres cultivées ont complètement disparu. Les maisons flottantes sont maintenant accrochées à la cime des arbres. Pi et son fils ont quitté leur potager, désormais inaccessible, pour reprendre le chemin de la pêche. Ils viennent relever leur filet juste derrière le village, au-dessus des jardins inondés. Pak pêche avec son père depuis l'âge de 7 ans. C'est la seule activité qu'ils connaissent. Moi, franchement, je préfère quand il y a beaucoup d'eau. Il y a plus de poissons et on n'est pas obligé d'aller trop loin pour en trouver. Tiens, les voilà, ces fameux poissons du Tonlé Sap. C'est avec ça qu'on gagne à peu près notre vie. Pour le Cambodge, c'est un trésor. Si Pi et son fils se contentent d'un trésor plutôt modeste, d'autres sont plus gourmands. 230 000 tonnes de poissons sont prélevées chaque année dans le Tonlé Sap. Plus de la moitié de la pêche pratiquée dans tout le Cambodge provient du lac. Quand le Tonlé Sap est à son niveau maximum, les enfants vont à l'école en barque. Ici, on sait piloter un bateau avant même de savoir lire. La cour de récréation où les écoliers ramassaient des déchets il y a quelques semaines a totalement disparu, envahie elle aussi par l'eau et les jacinthes sauvages.
Pendant les crues, les enfants n'ont plus d'endroit pour s'amuser. Ils restent dans les classes parce qu'on a peur qu'ils tombent dans l'eau. Tout le monde ne sait pas nager. À la récréation, les écoliers n'ont plus que les coursives de l'école pour courir et jouer. Au fil des siècles, les habitants du Tonlé Sap ont dû adapter leur quotidien à la présence de l'eau, au point d'inventer parfois des choses incroyables. La femme de Pi et sa fille ont créé de leurs mains un lieu unique où elles passent quelques heures chaque jour. Ici, on n'est pas sur la terre ferme. On est sur un jardin flottant posé sur le Tonlé Sap. Vous voyez? C'est tout mou, c'est comme du coton. Posé sur des bambous recouverts de terre, un astucieux jardin flottant qui produit des légumes et des plantes aromatiques. On y trouve même des arbres. Et là, on a des piments. On en met dans les plats et dans les sauces. Ça, là-bas, c'est des mauvaises herbes. Tu peux les arracher. On consomme nous-mêmes les plantes du jardin, mais quand il y en a beaucoup, on les vend, ça nous fait un peu d'argent. C'est super. Les gens peuvent venir chercher toutes sortes d'herbes chez nous. Ça, c'est 100% naturel. Pas de produits chimiques. Et ça sent bon. En période de crue, le niveau de l'eau permet d'accéder à un lieu unique, la réserve naturelle de Prectoal, une pépite de biodiversité classée par l'UNESCO. Pi et son fils y exercent leur troisième métier, garde forestier. Ça, c'est la forêt incendiée dont vous a parlé Kuyan. C'était pendant la saison sèche. Et là-bas, on voit les arbres brûlés par des braconniers qui ont mis le feu pour capturer des oiseaux et voler leurs œufs. Nous, on est là pour empêcher que ça se reproduise. On a remarqué que certaines espèces viennent nicher systématiquement sur les mêmes arbres, sauf s'ils ont été brûlés ou si les oiseaux ont été dérangés pendant la nidification. Dans ce cas-là, ils ne reviennent plus. En période de reproduction, on doit faire très attention. Comment ça va? Tout se passe bien pour les oiseaux? Tout va bien. C'est le jour de la relève. Le passage de relais est bref mais précis. À partir de cet instant, Pi et son fils sont responsables du secteur, de jour comme de nuit, pendant les 2 semaines qui viennent. T'as pas eu de problème? Non, mis à part que cette nuit, il y avait 3 ou 4 pirogues qui installaient des filets de pêche. Comme ils étaient sur la zone, je leur ai demandé de partir en leur expliquant qu'ils n'ont pas le droit de pêcher ici. Le braconnage, c'est l'ennemi numéro 1. Difficile d'en venir à bout. Pi a lui-même été braconnier autrefois. Les poissons et les oiseaux du Tonlé Sap ont toujours été une source de profit. Aujourd'hui, l'espoir repose sur la génération de son fils. Pak connaît toutes les espèces d'oiseaux qui viennent nicher dans ce sanctuaire. Les cormorans et les aningas sont déjà là. Je pense que d'ici 15 à 20 jours, ils vont construire leur nid. Chaque jour, je dois faire un rapport. Je consigne les espèces et leur nombre. Ensuite, ces rapports sont envoyés à Phnom Penh. Pour se nourrir, pendant toute la période de surveillance, où on doit rester ici sur notre secteur,
On nous donne le droit de pêcher sur le site. C'est normal, c'est pour notre consommation personnelle. De toute façon, si on ne pêchait pas, il n'y aurait rien à manger. Ici, le menu est toujours le même. Ils sont bien gros. Ces serpents sont pas venimeux. Ils mordent quand ils sont très en colère, mais ils sont pas dangereux. Ça picote, c'est tout. Moi, j'aime bien mon travail, mais c'est l'isolement que j'aime pas. J'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est mon boulot. Personne d'autre n'accepterait de rester isolé pendant 10 jours et de manger du poisson et des serpents sans légumes. Mais on sait que notre travail est nécessaire, il faut qu'on soit là. Sans notre présence ici, les jeunes et les générations futures risquent de ne jamais connaître cet univers fabuleux. Il y a tant de richesses naturelles ici. Ce serait dommage que ça disparaisse. Ce soir, Pi et son fils vont faire leur première ronde de nuit. Lorsqu'ils rentreront chez eux dans 2 semaines, le niveau de l'eau aura commencé à baisser. Bientôt une nouvelle saison sèche, bientôt un nouveau retournement des eaux. Là, on est sur le canal de Teikai. Et si vous regardez bien ce canal, il est longé d'étranges dômes rouges avec un petit peu de fumée noire qui sort. Et ces dômes, ces centaines de dômes, ce sont des fours. Ce sont des fours qui permettent de fabriquer des briques. C'est le royaume de la briqueterie ici. Et pour faire fonctionner ces fours, pour alimenter le feu, eh bien, on utilise l'écorce de riz comme combustible. Donc ça, c'est pour le combustible, mais pour la matière première, pour fabriquer la brique, eh bien, on utilise la boue, la glaise qui vient du Mékong
et de la boue, le Mékong, il en charrie des quantités astronomiques. On dit qu'avec tous les alluvions que charrie le Mékong et qu'il vient déposer dans le delta, le pays, le Vietnam, avance de 75 mètres par an. Et donc une partie de cette boue sert à fabriquer des briques. Ce que j'adore, c'est qu'elles sont tous sourires. Alors il fait quand même très chaud, il y a du bruit, elles n'arrêtent pas de bosser, porter des trucs super lourds. Qu'est-ce qui se passe là? Je mets les briques dans le four. Ah oui, ça c'est le four, ça c'est. Ah oui, c'est énorme. C'est une montagne. C'est une montagne de briques à cuire. Et comment vous faites pour, dans cette chaleur, dans ce bruit et dans ce travail, rester toute souriante, toute fraîche, comme ça, toute impeccable? Je souris pour moins sentir la fatigue. Ça, c'est une très très bonne philosophie. Merci. Il est où votre patron? Il est où, le chef? Il est là-bas? Ah, chef, monsieur le directeur, bonjour. Et c'est marrant, pourquoi est-ce que vous mettez des femmes à ces postes quand même assez physiques, où on s'attend plus à avoir des gars musclés? En fait, ce n'est pas aussi lourd qu'on le pense. Chaque brique pèse juste 1,5 kg. 4 briques, ça fait 6 kg. Et ça fait combien de temps qu'on fabrique des briques dans ces fours ronds, là, au bord du Mékong? J'ai toujours connu ces fours, depuis ma naissance. Mais moi, je ne sais pas exactement de quand ils datent. J'ai juste continué le métier de mes ancêtres. Et vous sortez combien de briques de ces fours? 140 000 briques par four à chaque cuisson. 140 000 briques, ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Et il y a quelqu'un qui les reçoit là-haut? Je peux aller le voir? Si vous voulez monter, il faut prendre le tapis mécanique. C'est pas dangereux? Quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. On risque de se tordre la cheville. Mais quand on est habitué, on sait comment il faut se tenir. Bon, j'y vais? Je suis pas rassuré. Parce que je crois que je suis un petit peu plus lourd qu'un Vietnamien, c'est ça qui m'inquiète. Oui, carrément plus lourd. Ok. Accrochez-vous bien pour pas tomber. C'est pas très confortable. Bonjour tout le monde. Ah, il y a le truc qui se casse la figure. Au secours. Attention, je ne sais pas où mettre le pied. Voilà. Bon, je crois que je ferai pas encore un bon briquier. Hein. Et on est très très haut, hein, c'est impressionnant. Regardez les briques là, elles bougent. Vous pouvez glisser et faire une chute mortelle. Il m'a sauvé la vie. Et vous montez jusqu'au plafond là? Oui, je dois entasser les briques jusqu'en haut là. Mais alors, je vous pose encore une question technique, mais pour faire cuire tout ça, comment vous allez mettre du feu au milieu? Parce que c'est une montagne, il est où le feu?
On allume le feu en bas et on ferme le sommet du four. La chaleur monte au sommet, puis elle redescend et circule vers le bas. Et on laisse des espaces entre les briques. Comme ça, vous voyez? Ah, d'accord, ok. C'est tout simple. D'accord. Très bien, j'ai compris. Bonjour. C'est le feu qui cuit les briques, ça? Oui, c'est ça. C'est marrant parce que moi j'imaginais je sais pas quoi, les feux de l'enfer, un grand fourneau et c'est tout calme, tout paisible. Il n'y a rien de compliqué. Une fois le feu allumé, il suffit de l'alimenter. Et c'est vous la gardienne du feu? Oui, c'est moi qui l'entretiens. Je dois surveiller le foyer 24 heures sur 24 pour éviter que le feu ne s'éteigne. Vous êtes là 24 heures sur 24? Oui, mais on est deux à le faire. Et on se relaye toutes les 6 heures, après juste quelques heures de sommeil. Il faut pas que ça s'éteigne. Si ça s'éteint, qu'est-ce qui se passe? Si le feu s'arrête en cours de cuisson, la fournée est bonne à être jetée à la poubelle. Les briques seront invendables. C'est pour ça qu'on se relaie à longueur de journée, pour maintenir le feu en vie. Et ça vous est déjà arrivé de laisser le feu s'éteindre par inadvertance? Ça n'est jamais arrivé. Ça fait 20 ans que je travaille ici et ça n'est jamais arrivé. Et vous devez recharger souvent? Quand le bac à écorce se vide et que le feu faiblit, je le recharge avec de l'écorce de riz. Et quand il y a beaucoup de cendres, je les enlève. Ça, c'est les cendres de l'écorce de riz, c'est ça? Oui, ce sont les cendres. Et alors, qu'est-ce que vous faites des cendres après? On les vend aux agriculteurs pour la culture des légumes. Ah d'accord, donc ça repart dans les champs, le cycle est bouclé. Oui, c'est un cycle complet. L'écorce de riz ne se perd pas. Toute la journée vous êtes là? Oui, je ne bouge pas d'ici. Si le feu baisse, le patron va me crier dessus. Oui, parce qu'il y a, des milliers et des milliers de briques à l'intérieur, là. Il y en a pour une fortune. Une fournée vaut un bon paquet d'argent, quelques centaines de millions de piastres. Et oui, c'est une responsabilité. Et alors, est-ce que je peux vous poser une petite question? Pourquoi vous gardez votre chapeau alors qu'il fait très chaud et qu'on est à l'intérieur? Je garde mon chapeau justement parce qu'il fait chaud et parce qu'il y a beaucoup de poussière. Il me protège des flammes. Quand le feu flambe, il fait très chaud. Je dois me couvrir avec mon mouchoir. Et quand je manie l'écorce de riz avec la pelle, il y a beaucoup de poussière qui me monte jusqu'au visage. Alors, ce qui m'épate, c'est que c'est toujours impeccable avec le sourire toute fraîche. Comme je suis pauvre et que je ne connais pas d'autre métier, je loue mes bras comme ouvrière pour vivre. Il faut toujours rester gai. Personne ne va vous embaucher si vous faites la tête.
Là, les briques vont repartir lentement sur le Mékong. Une partie d'entre elles va sûrement rejoindre Saïgon, la ville qui se transforme à toute vitesse, où ça construit de partout. Saïgon, d'ailleurs, c'est pas le nom officiel. Le nom officiel, c'est Ho Chi Minh Ville, mais ici, tout le monde dit Saïgon. Et vu de chez nous, Saïgon, ça évoque l'époque coloniale, la Cochinchine, Marguerite Duras. Mais tout ça, c'est bien loin. La ville a beaucoup changé. Voici à quoi ressemble vraiment aujourd'hui celle qui est devenue le poumon économique du Vietnam. Une autoroute en pleine ville, des 2 roues par milliers, une forêt de béton et de verre. Quand on découvre Ho Chi Minh Ville, Saïgon pour les intimes, il faut se débarrasser de ces clichés. Avec 12 millions d'habitants, la capitale du Sud est une fourmilière bruyante. Ho Chi Minh Ville appartient désormais à une nouvelle génération d'entrepreneurs, comme Chong. Ce jeune styliste est aussi passionné de cuisine. Il a 3 restaurants sur Saïgon. Le marché de Tan Dinh, le plus réputé de la ville. Ici, pas de touristes, mais des habitués. Chong vient y faire ses courses tous les dimanches. Chị có cái kia là bột nghệ đúng không? Đó bột nghệ, cà ri với bò kho. Cho em chỉ có lái cà ri không? Phải không? Đúng rồi. Dans ce marché, on trouve tous les produits du Vietnam. Pas en grande quantité, mais on trouve de tout. Ça, c'est du tamarin. On en trouve beaucoup dans le sud du pays. C'est très populaire ici, car ça procure une saveur aigre-douce. C'est excellent pour ce que je veux cuisiner. Pour ses restaurants, Chong veut les meilleurs produits. Regardez ces poissons. Ils sont encore vivants. Ils peuvent rester comme ça toute la journée. Ils sont très résistants. Ils sont sans doute arrivés la nuit dernière. Regardez, on retire juste la chair et après ça, ça devient une sorte de pâte de poisson. Ça peut aboutir à des choses très particulières, comme du jambon de poisson ou un gâteau de poisson. Le marché de Tan Dinh est un vestige de la présence française à Saïgon. Mais il est loin d'être le seul. À 2 pas de là, la cathédrale Notre-Dame. C'est la plus grande église du Vietnam. Le dimanche, des centaines de fidèles s'y retrouvent. À la sortie de la messe, Chong aime bien se mêler à la foule. On pourrait presque se croire en France s'il n'y avait pas les vendeuses de rue et leur drôle de douceur. Ça, c'est de la mangue, mais différente de celle qu'on mange généralement. Celle-ci est plutôt amère. Elles y ajoutent du piment mélangé avec une sauce au poisson, avec du caramel. Elles mélangent le tout et le résultat est plutôt intéressant. Moi, ça me plaît.
Je me balade aussi souvent que possible dans la ville parce que je cherche tout le temps un nouveau lieu pour ouvrir un restaurant. Ça, c'est plutôt professionnel. Mais je fais aussi plein de photos de Saïgon, pour moi. Ça m'inspire de regarder la ville. Elle change à une vitesse folle. Ça, c'est spécifique à Saïgon. À gauche, vous avez un très vieil hôtel qui date des années 30, c'est le Grand Hôtel. Et juste en face, un immeuble très moderne. Et entre les deux, vous avez la tour Bitexco. C'est le symbole du nouveau Saïgon. Si le dimanche, les rues de Saïgon sont fréquentables, en semaine, c'est une autre histoire. La ville est saturée et la circulation un vrai cauchemar, même pour les deux roues. À 2 pas de la fameuse tour Bitexco, le District 1, c'est le quartier en vogue. C'est ici que Chong vient d'ouvrir le Kuju, un restaurant situé au sommet d'un immeuble. Le Kuju est un havre de paix et de sérénité dans le tumulte de la ville. Chong en a fait son laboratoire, dans lequel il développe le concept d'une nouvelle cuisine. Moi, je suis vraiment un militant d'une alimentation saine. Dans ma cuisine, il n'y a ni produits chimiques, ni gélifiants. C'est un concept qui passe pas toujours très bien ici. Au Vietnam, les chefs traditionnels ont encore du mal à l'accepter. Moi, je n'ai aucun secret sur notre façon de faire la cuisine. On est vraiment ouvert et on accepte volontiers de partager nos recettes. Justement, aujourd'hui, Chong fait son cooking show hebdomadaire, une vidéo destinée aux réseaux sociaux. En 30 minutes chrono, il présente en direct une recette de cuisine à ses abonnés. Tout est prêt, enfin façon de parler. Une fois que c'est lancé, tout peut arriver. On ne peut plus s'arrêter. On va du début à la fin de la recette, jusqu'à la dégustation. J'espère que ça sera bon. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire un plat qui a un joli nom. C'est un curry d'aubergines au poisson. Il y a des aubergines et du poisson. C'est un plat un peu compliqué. J'espère que la cuisson aura lieu plus rapidement que pour le plat de la dernière fois. Alors je vais mettre de l'huile. Ensuite, je prends les aubergines que je vais fendre par le milieu et garnir de poisson. Et après les avoir fait frire, je les mélange avec le curry. Surtout, faites pas comme moi. Je suis suivi par environ 20 000 personnes et je veux les convaincre du fait que cuisiner, c'est très amusant. Pour moi, c'est une forme de méditation. C'est vraiment sympa. Et j'aimerais bien les convaincre de faire pareil. C'est un peu pimenté. J'ai mis un peu trop de piment, mais la sauce est bonne, facile à manger. Grâce au mélange du tamarin, du curry et de la sauce de soja, le curry acidulé se mélange bien avec le riz. Croyez-moi, ce plat est très facile à manger. Allez, à la prochaine. Une vie moderne et un agenda de ministre. Quand il n'est pas occupé par ses restaurants, Chong se consacre à sa deuxième passion, la mode.
À Saïgon, il n'est pas rare d'exercer 2 métiers. La ville de Saïgon connaît un boom incroyable en ce moment. C'est un changement permanent. Les choses évoluent à une vitesse phénoménale. Bien sûr, un tel développement a forcément une influence sur le mode de vie des gens et sur leur façon de gagner de l'argent. Comme on entreprend beaucoup et qu'on bouge beaucoup, ça crée une dynamique. Le seul fait de bouger est générateur de succès. Cet après-midi, le styliste reçoit au calme au rez-de-chaussée de sa maison, dans son showroom. Quelques invités sont venus découvrir ses nouvelles créations. L'occasion avant tout de passer un moment agréable, le bien-être, la lenteur. Chang en a fait un principe de vie. Aujourd'hui, Chuang n'est pas le seul adepte de cette forme de lenteur. Il a beaucoup d'amis qui le suivent dans cette aventure. C'est un mouvement qui se développe beaucoup à Saïgon. De plus en plus de gens ressentent le besoin de retrouver une certaine qualité de vie et de redonner du sens à leur existence. Ça, c'est très présent. Moi, quand je viens ici parler avec lui, je me sens plus heureuse. L'essentiel, c'est que chaque client qui vient ici, ne serait-ce que quelques minutes, puisse ressentir l'importance de ce moment partagé avec d'autres. C'est ça qui est important. Ce qui compte avant tout, c'est l'aspect spirituel de la rencontre, bien plus que l'aspect matériel. C'est un endroit très conceptuel. Ici, on est entouré de vieux meubles. On fait de la récup, on boit du thé à l'ancienne, et en même temps, on développe des idées nouvelles, tout en s'inspirant du passé. Ça aussi, c'est un nouveau Saïgon. J'aime bien cette tunique, bien qu'elle soit moderne. Moi aussi, je la trouve belle. C'est une outside. On dirait qu'elle a été créée pour moi. Mais oui, je l'ai faite pour toi. Ça, c'est un habit traditionnel, le outside. Généralement, il se porte à l'occasion d'événements spécifiques, comme les mariages ou pour le premier de l'an. Mais moi, je voudrais que les jeunes femmes actives d'aujourd'hui, comme cette personne, puissent aussi porter ce vêtement dans d'autres circonstances de la vie, comme des congrès ou des voyages d'affaires. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie rose. Aujourd'hui, Saïgon se plaît à brouiller les pistes et cultive les extrêmes. Elle est devenue une mégalopole dont les artères bouillonnent d'activité, de jour comme de nuit. Saïgon la verticale. Face à cette cité tentaculaire, Chang, lui, a décidé de tenter un pari un peu fou. Vivre ici malgré tout, en imposant son rythme. Parfois, je trouve que c'est vraiment difficile d'accepter ce changement aussi rapide. Mais je me dis que d'abord, moi, je ne peux rien y faire. Et puis je pense que c'est le prix à payer du développement. Les gens qui vivent dans ce genre de ville ont toujours en eux un double sentiment. Quelque chose à regretter et quelque chose à espérer. Alors si
Saïgon se transforme, il y a une chose qui ne changera jamais, c'est une tradition millénaire, c'est la fête la plus importante de l'année. Et l'air de rien, elle est en train de se préparer là, tout autour, avec ces bateaux chargés de fleurs, comme celui-là aussi, des bateaux qui viennent du Mekong, qui n'est pas très loin, il est à une soixantaine de kilomètres derrière, un des bras du Mekong. Et cette fête, qui est une féerie de couleurs, c'est le Nouvel An vietnamien, qu'on appelle ici la fête du Tet. Là, c'est plus la même ambiance. Là, c'est l'effervescence. En fait, tout le monde vient chercher ses fleurs pour le Nouvel An. Donc là, c'est le long d'une rue extrêmement passante, comme vous voyez, et on vient avec son scooter, on regarde, on choisit. Je vais aller voir là. Bonjour, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on choisit comme fleurs? Qu'est-ce qu'on achète pour le Nouvel An? Pour fêter l'arrivée du printemps, on choisit des fleurs de prunier. Et aussi les immortelles que vous voyez là derrière. La fleur du prunier symbolise le bonheur et la chance. Et quand il fleurit, c'est ravissant. Ah d'accord. Et vous avez repéré lequel là? Vous en avez vu un qui vous plaît? Celui qui est là. Lequel? Celui-là. Celui-là. Et pourquoi celui-là? Parce qu'il a beaucoup de bourgeons qui donneront de très belles fleurs. Mais ceux-là, c'est pas très fleuri, c'est un peu sec. Oui, mais c'est fait exprès. Une semaine avant le jour de l'an, on lui retire toutes les feuilles pour que le prunier fasse plein de fleurs le jour J. Ah, le but, c'est que ça fleurisse exactement au Nouvel An. Donc il faut bien choisir. Oui, c'est ça. Mais alors s'il ne fleurit pas, ça va être malchance sur la famille pendant toute l'année? Selon la tradition, si au premier jour de l'année le prunier ne fleurit pas, on n'aura pas du tout de chance. Ah bon, ça c'est un gros risque alors cet achat. Phụ kêu lên giùm anh. 3 cái cây nè, 300. Rồi, lấy đi. Em cho chợ lên đi, bỏ lên đi. Ít trả nè. Từ từ. Để ra ngoài đây nha, để ra ngoài cùng đi. 2 bông đó từ Vous n'avez pas peur pour votre prunier là, de le voir partir à l'air libre comme ça? Non, non, ça craint rien. Ils ont l'habitude. Et donc la fête, ça commence quand chez vous alors? Ça commence demain à midi. Et après, ça dure 3 jours. Mais venez fêter le Nouvel An chez nous. Comme ça, vous verrez nos belles fleurs. Elle se prépare déjà à fleurir. Un grand plaisir. Super. Donc on se voit demain, c'est ça? Oui, c'est ça. Bye bye. C'est vrai que pour sentir l'énergie de Saïgon, il y a un moyen assez efficace, c'est de se déplacer en scooter comme beaucoup de Saïgonais. Il y a 4 millions de scooters à Saïgon, plus de 4 millions environ. Et vous savez, c'est une espèce de marée à la fois calme mais déterminée, une espèce de force comme ça, tranquille. Et ça, c'est un peu à l'image de la ville. C'est pas un peu dangereux? Non, c'est juste une question d'habitude. Moi, je suis sur un scooter depuis que j'ai 6 ans, depuis tout petit. Mais comment ça, mais vous conduisiez un scooter à 6 ans? Ah non, c'est pas moi qui conduisais. J'étais sur le scooter avec mes parents, ça se fait tout le temps ici.
C'est un beau cadeau. Merci. Au petit matin, changement d'ambiance, je pars retrouver la famille Dang qui m'a invité pour le Nouvel An. Je crois que c'est là-bas. Bonjour. Alors c'est tout calme. Alors on pourrait se dire que c'est parce qu'ils ont fêté le Nouvel An hier soir comme des fous, donc tout le monde dort. Mais pas du tout. Parce que le Nouvel An, ça se passe pas la veille du jour de l'an, comme chez nous, l'équivalent de notre 31, ça se passe le jour de l'an. Et c'est un jour très important, parce que si le jour de l'an se passe bien, le reste de l'année se passera bien. Donc c'est quelque chose d'assez intérieur, un peu spirituel, vous allez voir. Bonjour. Bonne année. Yes. Happy New Year. Bonne année. Rentrez. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Oh, et c'est l'arbre? C'est lui? Mais c'est incroyable, il a fait des fleurs énormes comme ça, juste en une journée. Oui, c'est formidable. La plante a donné des grosses fleurs. Ça va nous porter chance. Ah oui, parce que la réussite de l'année se mesure à la taille de la fleur. Oui, c'est ça. Quand il y a beaucoup de fleurs et qu'elles sont très grosses et très belles comme ça, c'est bon signe. On va avoir beaucoup de chance cette année. C'est sûr. Ah bon, eh bien, bonne année alors. Ok, merci. Thank you. Cảm ơn. Venez, on va aller se recueillir sur l'autel de nos ancêtres. Ah d'accord, donc là-haut, c'est les ancêtres. Đúng rồi, đi lên thắp hương hết luôn, đi. Lên lấy bao lì xì đây. Ah, ça, ce sont vos ancêtres? Oui, et nos parents. Vos parents? Ça, c'est mon arrière-grand-mère qui a donné naissance à ma grand-mère. Mon grand-père paternel, le père de ma femme et mon père. Mọi người vô thắp nha. Est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous demandez quelque chose aux ancêtres de précis? Je les invite à venir partager un repas avec nous pour fêter le Nouvel An. D'accord. Et c'est très important au Vietnam, les ancêtres, on les oublie pas. Oui, c'est exact. Les Vietnamiens sont très reconnaissants à leurs ancêtres. C'est eux qui ont donné vie à leurs parents. Et c'est ainsi qu'ils ont pu naître. C'est pour ça que tout Vietnamien respecte beaucoup ses ancêtres. Alors, il y a un truc qui m'épate au Vietnam, c'est que les morts, les ancêtres, on leur envoie des billets de banque.
On a besoin d'argent dans l'au-delà? En fait, je ne sais pas si on a besoin d'argent dans l'au-delà. Mais quand nous invitons nos ancêtres, nous pensons qu'ils ont les mêmes besoins que les vivants. On leur offre de l'argent pour leur transport, leurs vêtements et tout ce qu'ils aimaient. Et vous leur envoyez des dollars, pas de l'argent vietnamien? Avec ce mélange de billets, ils peuvent les utiliser partout. D'accord. On garde le sens du commerce tout le temps, même après la mort au Vietnam. C'est la conception des vivants. Je ne pense pas que les morts se préoccupent du commerce. Bon, en tout cas, ils sont bien nourris, ils ont de l'argent, tout va bien. Oui. Alors, moi, j'ai repéré un petit truc, c'est que là, discrètement, caché derrière le pot de fleurs, vous envoyez quand même une bouteille de Bordeaux, du vrai Bordeaux français, aux ancêtres. Ils aiment bien un petit verre de vin. Et c'est lequel qui aimait bien boire un petit coup? C'est l'arrière-grand-mère, c'est le grand-père? Non, c'est la grand-mère. 1, 2, 3, vô! Chúc mừng năm mới! Happy New Year! Ah, regardez, il y a des dragons qui arrivent là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est pour fêter la nouvelle année et l'arrivée du printemps. Les dragons apportent la prospérité et la joie pour la famille. Et pourquoi les dragons? Parce que c'est un animal méchant, le dragon. Il a l'air terrible, mais en fait, c'est un animal très doux. Il apporte la chance à notre famille. Ah, ils dansent bien. Ils ont dû beaucoup s'entraîner. Bonjour. Bonjour, dragon. J'adore quand vous faites de l'œil, comme ça. Oui, comme ça. Et ça veut dire quoi quand vous faites de l'œil comme ça? C'est quoi le message? Rien, c'est juste que les dragons, ça cligne des yeux. Juste comme ça, c'est le style. Qu'est-ce qu'il veut ce dragon perché? À l'extrémité de cette perche, il y a un peu d'argent. Des étrennes, en fait. On doit leur donner ça à manger pour recevoir de la chance en retour. Mais là, il fait le difficile ou il a du mal à l'attraper? Il fait le difficile. S'il veut manger, il sait le faire. Voilà, c'est la fin de ce périple au rythme du Mékong. Le Mékong, en fait, c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Ce sont des paysages magnifiques, le respect des traditions, une certaine forme
de lenteur. Mais le Mékong, c'est aussi quelque chose d'extrêmement vivant. C'est un équilibre subtil entre les esprits des ancêtres et l'Internet mobile qui va jusque dans des villages reculés, entre les dragons et les soirées branchées de Saïgon. Et je crois que cette dualité est une vraie force. C'est peut-être ça, le pouvoir du Mékong. À très vite sur d'autres routes.